PowerPoint. Donc je l'ai déjà dit, mais Bernadette vient de Fribourg. Je ne sais pas si elle est à Fribourg dans l'instant. Donc du centre des didactiques universitaire de l'Université de Fribourg, où elle y est professeure. Voilà. Avec bonheur. Merci beaucoup, merci pour cette invitation qui est effectivement, vous m'entendez bien, hein? Super. Vous m'entendez? Ok, qui est vraiment très 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 stimulant parce que c'est toujours, disons, intéressant, stimulant pour une chercheure de voir naître un nouveau projet et en plus sur des questions qui nous intéressent aussi. Donc, ce que je vais vous présenter maintenant, je reviendrai sur les questions peut-être que M. Gillot a présentées au départ. Après, dans l'échange avec vous, je vais me centrer uniquement sur notre travail et puis on fera les liens ensemble pour que c'est plus pertinent pour vous et pour nous, pour moi. Et donc, ce que je vais vous présenter, c'est effectivement une recherche, on va dire, qui s'est terminée. Le rapport final est en ligne, vous pourrez le découvrir en ligne. Et il y a une première publication en français qui a été faite en 2020. Et pour le moment, on est en cours de publication dans un collectif en anglais. Et donc, comme vous le voyez, le but de cette recherche, c'était de décrire et comprendre les effets du passage brutal à l'enseignement à distance sur les pratiques d'apprentissage. On pourrait dire du passage brutal à une continuité pédagogique, puisque là, on pourra en discuter, mais ce qui a été vécu pendant le premier confinement, au moment où on a pris les mesures, évidemment, ne renvoie pas à une formation à distance proprement dite. Vous voyez le nom des personnes impliquées. Il y a effectivement le docteur Felder qui a réalisé sa thèse donc avec moi, Laura Molteni qui est en train de réaliser sa thèse et Katharina Baran qui est une étudiante de master qui a réalisé son master à l'occasion de cette recherche. Donc là, vous avez pu voir le plan. L'idée, donc, d'écrire et comprendre ces transformations de pratiques d'apprentissage vécues par des apprenants à chaque niveau d'enseignement, du primaire à l'université, lors de la situation de passage forcé à l'enseignement à distance dans le canton de Fribourg en Suisse. Cette idée d'essayer de décrire les transformations de pratiques d'apprentissage liées aux transitions entre environnements d'apprentissage, on l'avait déjà avant le confinement. On avait d'ailleurs déposé un premier projet qui nous a été refusé par le Fonds national suisse. Donc, vous voyez, ça a un certain intérêt, cette recherche, mais bon, passons. À l'époque, évidemment, il n'était pas conscient des enjeux. L'idée était effectivement que, en apprenant, lorsqu'il passe par exemple du primaire au secondaire ou du secondaire à l'université, vit un changement radical. Hein. Il y a beaucoup de travaux sur l'adaptation à l'université ou dans l'enseignement supérieur ou l'adaptation aux transitions en général. Mais une étude au niveau plutôt méso, c'est-à-dire qu'elle essaie de comprendre l'impact ce qu'on appelle du learning design, de la conception pédagogique des environnements d'apprentissage sur les apprenants eux-mêmes, n'est pas très développé dans la littérature. Donc, les objectifs de la recherche, c'est de caractériser les transformations de pratiques d'apprentissage des apprenants, des étudiants, et donc bien de les décrire en lien ensuite pour comprendre ces changements pratiques éventuels, ces transformations pratiques. On va faire ce qu'on appelle un zooming out avec Goodyear. On va faire des liens avec les caractéristiques des apprenants, avec le learning design des environnements d'enseignement et d'apprentissage tels que conçus par les enseignants. Et ça, je vais vraiment insister sur ce concept parce qu'à mon avis, il sera utile dans votre recherche. Et les représentations aussi en lien avec les représentations que les apprenants ont de l'environnement d'enseignement et d'apprentissage fourni par leurs enseignants, élément aussi, à mon avis, central pour votre recherche et qui a été mis en évidence aussi dans pas mal de travaux. Alors, au niveau du cadre théorique, il faut préciser quand même ce qu'on entend par transition, par pratique d'apprentissage, comment on les aborde, par environnement d'apprentissage et learning design, et puis comment, avec quel modèle, on va comprendre les changements. Au niveau du cadre théorique, concernant la transition, je me base sur une thèse récente, relativement récente,
de Michael de Clercq à l'Université catholique de Louvain, qui définit la transition comme une période d'instabilité, de rupture déterminée dans le temps et qui mènera à une évolution qualitative de la personne dans ses connaissances, ses compétences, son identité, ses rôles et son fonctionnement quotidien. On va vraiment appréhender, essayer de comprendre quels changements, mais ici en particulier quelles évolutions qualitatives on va observer au niveau en particulier des pratiques d'apprentissage. Alors, la pratique d'apprentissage, là, ce sont des travaux d'auteurs néerlandophones, Vermont et Donge. Et là, je vous inviterai, vous allez voir, à mon avis, ça va vraiment être pertinent pour votre recherche. On a essayé évidemment, on peut faire toute une revue de la littérature sur ce que veut dire pratique d'apprentissage. Et là, en travaillant sur nos données, et sur la base de nos connaissances antérieures, sur le rôle, au fond, de l'importance de l'interaction entre l'apprenant et son environnement, on s'est tourné vers les travaux de Vermont et Donge parce qu'ils ont mis en évidence un concept qui s'appelle, ils ont défini un concept qui s'appelle Learning Patterns, qu'ils proposent à la place des styles d'apprentissage, parce que les styles ont été très critiqués et trop liés à la personne, mais eux, en fait, avec leur learning patterns, ce qu'ils caractérisent, c'est au fond la configuration, donc les interrelations particulières entre les aspects cognitifs, affectifs et aussi de régulation de l'apprentissage, des activités d'apprentissage, les croyances à propos de l'apprentissage, les motivations. Et donc, ils définissent des configurations, des patterns qui caractérisent l'apprenant dans sa manière d'apprendre, pour dire de manière générale, et qui intègrent, donc, comme vous voyez, ces activités de régulation de son apprentissage. Donc, c'est un concept bien défini, c'est un concept instrumenté, puisque les auteurs, Vermont a développé l'Inventory Learning Style, qui est vraiment utilisé pour caractériser les étudiants à un moment donné de leur parcours, puisqu'en fait, on verra que ces learning patterns changent avec l'interaction avec l'environnement. Et justement, on va observer qu'il peut y avoir entre le learning patterns de l'étudiant qui peut être soit centré sur la construction de sens, soit centré sur l'acquisition de connaissances uniquement, ou qui peut être complètement, on va dire, dérégulé, undirected, donc non dirigé, ou qui peut être centré sur l'application. Donc, ils ont mis en évidence 4 patterns. Ces patterns, en fonction de l'interaction avec l'environnement offert par l'enseignant ou par le formateur, peuvent, au fond, amener à un alignement ou non-alignement, ou à une adéquation ou non-adéquation. Si c'est aligné, on va parler de congruence, et s'il y a non-adéquation, non-compatibilité entre le learning pattern de l'étudiant et ce qu'on lui propose dans son environnement, eh bien, on va observer des frictions, soit constructives, qui vont emmener à une amélioration, on va dire un apprentissage, un développement notamment de ses capacités régulatives chez l'étudiant ou l'apprenant, ou à des frictions destructives, donc qui amènent au fond éventuellement un pattern non dirigé chez quelqu'un qui normalement se débrouillait bien antérieurement. Et donc, vous voyez pourquoi ça va nous être utile. Deuxièmement, on va s'intéresser aussi à caractériser non seulement les étudiants et les learning patterns, mais on va aussi s'intéresser surtout à décrire aussi les environnements d'apprentissage qui sont offerts par leurs enseignants. Il y a un concept qui s'appelle Learning Design et qui a été développé notamment par Rigelut et Karl Shellman, mais aussi par Diana Laurillard, qui en fait décrit les systèmes de méthodes qui sont fréquemment utilisés ensemble dans un enseignement de haute qualité et les situations dans lesquelles ils fonctionnent si bien ensemble. Et on peut dire que la typologie ISU, que vous connaissez, a permis de décrire le learning design, donc 6 types de learning design, d'environnement d'apprentissage institutionnalisé, en particulier de dispositifs hybrides de formation. Et donc, c'est très important, on va voir dans le modèle qui suit, au 4e élément, comment on va comprendre ces changements. Eh bien, je vous ai dit tout à l'heure, les travaux de Vermont et Donge ont montré que les patterns sont le résultat d'interactions
entre des influences personnelles et contextuelles. Et donc ici, on a adapté, réduit un modèle qu'on a développé avec Laurent Confroy, Nigel Zigou et Geneviève Lameule pour essayer au fond de comprendre comment les transformations, comment les pratiques d'apprentissage changent en fonction des caractéristiques des apprenants, et notamment évidemment leur niveau d'études, primaire, secondaire, universitaire, et leur niveau de self-regulated learning au départ, et puis en fonction aussi des changements opérés par leurs enseignants dans les environnements d'apprentissage, donc dans les learning design, qu'est-ce qui va changer. Et là, on va utiliser la typologie ASUP pour caractériser ces changements. Autre chose aussi importante, on va regarder les représentations des étudiants ou des apprenants par rapport aux environnements d'apprentissage. Et bien sûr, les patterns d'apprentissage, leurs pratiques vont apparaître au niveau de cette case du milieu qui représente les interactions, ce qui est produit par l'interaction entre l'individu et l'environnement. Au niveau de la méthode, on va, pour pouvoir appréhender ces changements pratiques, on va utiliser la méthode de modélisation des environnements personnels d'apprentissage construite par Joris dans sa thèse. Et donc, comme nous, on définit les environnements personnels d'apprentissage comme une représentation subjective de l'ensemble des instruments d'apprentissage utilisés par l'apprenant dans une situation donnée. Et puis, pour pouvoir représenter et travailler, décrire cette représentation subjective, le système le langage de modélisation développé par Joris va nous donner au fond des descripteurs, à la fois des composantes motivationnelles, c'est ce que vous voyez en jaune, là, le schème, et aussi l'articible, l'artefact didactique, qui est en fait l'objectif de construction de connaissances, compétences que l'apprenant vise. On va aussi représenter les processus cognitifs et métacognitifs, ce sont les artefacts pédagogiques en orange, les activités affectives et régulatrices qui vont être sous l'étiquette mauve sociale, parce qu'en fait, il s'agit de se réguler soi-même, mais aussi de réguler son environnement et parfois aussi de travailler avec d'autres. Et donc, on a ces éléments, plus l'utilisation d'artefacts numériques qui nous permettent de décrire l'environnement personnel d'apprentissage. Comment on va appliquer tout ça? Donc, on a un petit échantillon, puisqu'on n'avait pas de moyens financiers. On a fait ça en catastrophe, démarrer cette recherche au moment du confinement. On a obtenu les autorisations, là, il faut le dire quand même, en 2 jours. Et puis, on a en fait décrit les activités d'apprentissage significatives telles que perçues par les apprenants avant, leur demander de choisir par exemple un cours, une matière qu'ils aimaient bien travailler avant le confinement, de décrire comment ils s'y prenaient avant le confinement et pendant. Et on l'a fait donc avec des entretiens d'explicitation. Et on a pour chaque situation décrit le modèle de PA, donc d'environnement personnel d'apprentissage. Donc, en réponse à la question, quel changement peut-on observer dans les composants de l'environnement d'apprentissage personnel, au fond, dans son architecture, avec l'approche de ce que Goudière appelle le zoom-in, donc où on est vraiment sur une approche clinique détaillée d'une pratique. Vous voyez ce que ça peut donner, on va rentrer plus en détail dans quelques exemples de modèles, donc où on retrouve les couleurs, le schème en ovale et les schèmes en ovale et jaune sur votre écran, et les rectangles représentent les artefacts avec lesquels le schème d'apprentissage est lié. Alors, pour comprendre les changements, on va dire faire une opération similaire, c'est-à-dire qu'on va décrire l'environnement d'apprentissage tel que, donc institutionnalisé celui-là, donc pas le personnel, l'environnement d'apprentissage voulu, conçu, donc le cours conçu par le professeur ou formateur avant le confinement, en utilisant l'outil ASUP, et donc aussi ce qui se passe, quel environnement il offre pendant le confinement. On va aussi regarder
ce que nous dit l'apprenant de sa manière de s'autoréguler, comment il le faisait avant, comment il le fait pendant, et aussi ses représentations de l'environnement avant, pardon, et pendant le confinement, avec l'idée de répondre à la question comment comprendre les transformations liées aux caractéristiques de l'environnement, donc au learning design, et leurs transformations par les enseignants, comment les comprendre en relation avec les caractéristiques des apprenants et leur représentation de l'environnement. Donc on est sur le zooming out. Alors, je ne sais pas au niveau du timing, Monsieur Gillot, parce que là, il y a une analyse de cas et puis l'analyse intérieure. Alors, je sais pas si tu m'entends là ou pas? Oui, oui, oui. Ok. Est-ce que j'ai appuyé sur un bouton? Je ne savais pas il faisait effet. Donc, on est à 43, donc tu as tout à fait le temps tu es à mi-chemin dans ta présentation, je dirais. Je vais vous montrer, je trouve ça intéressant de regarder un cas et puis les résultats de l'analyse intercas. Absolument. Donc, on a le cas d'Alice, donc celui-là, il a été publié, c'est celui qui a été publié dans RedPu. Donc, Alice, donc c'est un nom d'emprunt, c'est une étudiante de 19 ans. Elle a choisi les mathématiques comme activité. Pourtant, elle n'a pas l'impression d'être très compétente en mathématiques, mais elle est motivée à s'améliorer. Elle nous dit qu'elle est motivée, est engagée dans la réalisation d'exercices et dans la participation en classe. C'est ce qu'elle nous dit. Elle se présente comme une personne organisée et elle veut étudier le droit à l'université après son collège. Il faut dire que en Suisse, on termine une année plus tard par rapport à la France, je pense. Et puis, avant évidemment le confinement, elle n'avait jamais fait l'expérience de suivre un cours à distance, comme elle le dit, ou un passage à distance, des activités à distance. Alors, on n'a pas eu le droit pour le secondaire 2 d'interroger les professeurs, donc on a la vision du cours tel que décrit par l'étudiante. En fait, avant, elle nous décrit un cours qui ressemble, on va dire, d'après la typologie ISUP, à un type 5, c'est-à-dire que l'enseignant explique la théorie, il laisse les étudiants réaliser leur exercice en autonomie avec pas mal de choix. Il y a beaucoup d'activités de correction en plénière avec des interactions en classe, disons, assez dynamique d'après Alice. Et puis, pendant le confinement, l'enseignant, on ne va pas faire d'interprétation, mais il a arrêté complètement la partie, on va dire, interactive. Il communique simplement le programme et des exercices avec des autocorrigés aux élèves, donc par courriel, uniquement par mail. Il n'y a pas de rencontre en visioconférence. Et donc, nous, on l'a décrit sur un type 1, donc centré sur la transmission uniquement, en utilisant le questionnaire ISUP, donc les 14 items. Alors, qu'est-ce qu'on observe dans les transformations de pratiques d'apprentissage d'Alice? Alors, évidemment, c'est un peu difficile à lire. On va regarder plus en détail, en fait, d'abord le PA d'Alice avant le passage à l'enseignement à distance. Alors, on voit que Alice, elle dit qu'elle fait les exercices à la maison avant le cours, elle les corrige, elle note les questions pour le prof, elle lui pose pendant le cours, elle est très active et on voit en fait en rouge ce qui est mis dans le cercle là, c'est l'artefact social où l'importance du maître est vraiment centrale et il apparaît vraiment central au centre de son EPA. Ce qu'elle fait aussi, c'est que, on va pas regarder tous les détails parce qu'en plus c'est difficile à lire petit comme ça, mais elle a sa manière d'organiser son travail. Elle dit j'organise les choses dans un classeur pour les maths. Donc elle a l'organisation du matériel dans un classeur où elle organise, construit l'essentiel d'informations. Elle réorganise les notes pour elle. Elle est aussi donc on a le classeur comme artefact et puis elle, elle elle dit, je suis une personne assez organisée, je trie. Et en fait, ce qui se passe aussi, c'est qu'avant les interrogations, elle revoit avec ses collègues, ses amis,
les interrogations, donc pour se préparer à l'interrogation de maths. Il n'y a pas du tout d'artefact numérique, évidemment. Ensuite, c'est passer à la suivante. Si mon ordinateur veut bien. Là, je suis calée. Ah, ça y est. Voilà. Je remonte. Et puis, ça, c'est donc le deuxième modèle. Je dois déplacer ma petite fenêtre parce que sinon, je ne vois pas bien. Alors, ce que je vous dis pendant le confinement, vous voyez ici peut-être le schème en jaune. J'essaie de garder plus ou moins l'horaire qu'on avait avant et de faire donc des travaux demandés le jour qu'on aurait eu le cours. Je note dans mon agenda et je coche ce qui est fait. Donc en fait, il y a un nouvel artefact qui apparaît chez Alice. Il y a évidemment un nouveau schème, c'est d'essayer de garder cette organisation, mais il y a aussi un nouvel artefact qui est en bleu ici, qui est l'agenda papier. Alors, elle continue à utiliser le classeur. Hein, j'organise le matériel dans mon classeur. Maintenant, les choses que je recopie par email, que je reçois par email, je les garde. Donc, elle change en fait la veille classeur. Elle dit, je les garde sur mon ordinateur dans un dossier pour les maths. Donc, il y avait le classeur avant, qui est toujours là, mais qui est moins utilisé. Et il y a un dossier numérique pour les maths. Et puis, peut-être on va pas regarder tous les éléments, mais ce qui est intéressant, c'est que elle prend l'initiative de s'organiser des échanges avec un ami qui est plus fort en maths. Ici, c'est le schème ici en bas à droite. Je fais des visioconférences avec un ami pour faire des exercices ensemble. Alors, si on prend un résumé des éléments qu'on observe dans cette transformation pratique, c'est que l'environnement technique d'Alice se numérise. Elle a des démarches d'autorégulation, on va dire, qui se développent. Elle était déjà très, très présente, hein, parce qu'elle se disait, j'étais très organisée, j'utilise mon classeur. Mais donc, elle développe des stratégies spécifiques pour s'adapter au passage forcé à l'enseignement à distance. Donc, elle organise et gère des tâches, elle réorganise son matériel sous format numérique, elle complète sa pratique par d'autres ressources, et notamment des ressources humaines. Elle s'adresse à l'enseignant, ça je ne vais pas montrer son modèle, uniquement en cas de blocage, et elle valide donc les exercices à l'aide d'un ami doué en mathématiques. Ici, on est dans un cas de friction, parce que l'environnement proposé par l'enseignant ne correspond pas à ce que Alice a l'habitude d'utiliser et ni à ce qu'elle aime, mais en fait, elle mobilise les compétences d'autorégulation qu'elle avait au départ pour, on va dire, construire de nouvelles pratiques et des pratiques adaptées. Et là, si on reprend les concepts de Vermouth et de ses collègues, on est dans un cas de friction constructive. Alors, si on regarde rapidement l'analyse intercas, on a des frictions constructives, c'est intéressant. Bon, on va dire que c'est un échantillon un peu, comment dire, d'opportunité. Hein. On a pu avoir des élèves qui ont bien voulu répondre à nos questions. Et on a 13, donc du primaire au supérieur, à l'université, quand même 13 cas sur 19 pour lesquels on a des frictions constructives. Donc, on a amélioration de l'autorégulation et des compétences métacognitives. Alors, il faut noter que les cas de friction destructive se trouvent en majorité au niveau du primaire. On va comprendre pourquoi, hein, puisque les compétences d'autorégulation des enfants sont moins développées et qu'en fait, tout l'effort de régulation a dû être pris en charge par hétérorégulation par les parents. Hein. Et puis, les cas de congruence, c'est intéressant aussi, où il y a alignement, il y a, on va dire, où les étudiants s'y retrouvent, ne changent pas beaucoup de pratiques, se trouve essentiellement au niveau de l'enseignement supérieur. Donc, on a 2 cas de congruence, on va dire c'est pas beaucoup, mais c'est les seuls cas de congruence pour lesquels que l'on observe, et c'est au niveau du supérieur. On a un renforcement aussi, c'est intéressant, ce qu'on n'attendait pas, c'est de nouveaux projets d'apprentissage chez 11
11 personnes, 11 apprenants sur 19. Donc, ça veut dire qu'ils développent alors des projets d'apprentissage sur d'autres domaines. Par exemple, apprendre un sport, suivre des cours de vidéo pour une langue à la télévision, donc suivre des émissions dans une autre langue, développer, faire un grand bricolage, enfin, des choses évidemment qui n'ont pas directement le lien avec l'école, mais bien avec le développement de l'apprentissage et des compétences des apprenants. Et puis, bien sûr, il y a beaucoup d'outils numériques qui apparaissent, mais en fait, ça nous a surpris aussi. Aucun apprenant ne parle de développement de compétences numériques, donc de quelque chose qu'il aurait, de connaissances ou de compétences qu'il aurait acquises à l'occasion du développement de ces nouveaux usages. Alors, qu'est-ce qu'on peut encore dire? Si on va voir les caractéristiques des apprenants et des représentations de l'environnement d'apprentissage, donc on a vu le rôle du niveau d'études, en particulier pour les jeunes du primaire, hein, pour lesquels il y a plus de friction destructive et aussi congruence, plus aussi de congruence, mais toujours sur des cas très limités, pour l'enseignement supérieur. On a, et ça, on peut vraiment confirmer les travaux de Vermont par rapport à l'importance des compétences initiales d'autorégulation. Là, j'insiste peut-être pour que vous alliez voir ces travaux-là, parce qu'en fait, ce qu'ils montrent, c'est que il y a congruence lorsqu'il y a alignement des environnements, mais il y a friction constructive lorsque les compétences d'autorégulation de l'apprenant sont déjà développées et quelque part ajustées avec un certain défi qu'offre le nouvel environnement, mais pas trop important pour que la personne puisse se développer. On est presque dans l'idée de zone proximale de développement de Vygotsky. Et il y a friction destructive lorsqu'il y a vraiment une distance plus importante avec les capacités d'autorégulation initiale des apprenants. Et puis, bon, c'est tout, ce n'est pas surprenant, mais c'est bon de le dire, la dimension sociale manque, donc le manque de l'enseignant dont la présence n'apparaît pas suffisamment dans le nouvel environnement. Qu'est-ce qu'on trouve au niveau des perspectives? Bon, bien sûr, on voit, enfin, je dis bien sûr parce que nous, ça nous porte et ça, on essaie de développer de nouveaux projets. C'est pour ça que je dis, les collaborations sont bienvenues. C'est de développer, on a l'impression qu'on a là, avec MEPA, une nouvelle méthode d'étude des pratiques d'apprentissage qui est porteuse, heuristiquement, pour vraiment décrire et comprendre les changements de pratiques d'apprentissage, et pas seulement, on pourrait aller aussi au développement des changements de compétences. On a une confirmation des résultats de Vermont et Hall. Bien sûr, il y a des limites, je vous ai dit le nombre de cas très limités. On a aussi le fait qu'on a uniquement des données auto-rapportées, pas des données d'observation, notamment, mais on pourra aussi repérer d'autres limites. Les perspectives, bien sûr, c'est de développer la méthode. Là, ça, c'est pas la bonne version. Ça, je l'ai déjà dit. Mais au niveau des perspectives de recherche, il nous semble qu'on devrait développer les concepts d'autorégulation et d'hétérorégulation. Pour nous, ils sont plus très adaptés. Alors, c'est peut-être une question théorique pour votre projet, mais nous, on parlerait davantage de régulation distribuée, distribution de la régulation entre l'apprenant et ses instruments, mais toujours évidemment de manière transparente. Ce qui est très important pour nous, je dis nous parce que Laura fait sa recherche doctorale sur le sujet maintenant, c'est que en fait, cette distribution de responsabilités, on peut dire de tâches ou de fonctions aux instruments numériques, elle doit être, dirigée, toujours dirigée par l'apprenant, mais il y aurait quand même régulation distribuée, pas seulement autorégulation, donc régulation de soi, de ses efforts, il y aurait aussi régulation des fonctions attribuées aux instruments, aux outils numériques. Et puis, c'est important aussi, alors j'ai noté que vous travaillez sur un MOOC, il faut absolument décrire le learning design du MOOC sur lequel vous allez travailler. C'est une des conditions de transférabilité de votre recherche. Pour moi, c'est fondamental. Un MOOC n'est pas un autre, et donc il faut vraiment pouvoir le situer
par rapport à une variété de conceptions pédagogiques possibles. Et puis, importance aussi d'étudier les transitions au niveau des pratiques d'apprentissage. Donc, qu'est-ce qui va changer, leurs conditions et leurs effets, puisque malheureusement, de toute façon, on les vit toujours, mais malheureusement, les temps que l'on vit amènent des périodes de transition de plus en plus fréquentes, on va dire. Les perspectives pour les pratiques, former les enseignants à développer leur présence, développer l'autorégulation, on pourrait peut-être aussi rajouter, je voudrais dire, l'hétérorégulation et la fonction exécutive chez l'apprenant. Et puis comprendre et agir contre la fracture numérique, j'en ai pas parlé, mais pour le primaire, ce qui nous a frappé, je vous ai parlé de l'hétérorégulation par les parents. Là, ça nous a vraiment posé question en disant, ben là, tout dépend en fait des parents. Et donc, on voit que le milieu socio-économique, socio-culturel peut avoir une influence très importante. Et puis, préparer et accompagner, nous préparer tous et toutes aux transitions. Voilà. Merci pour vos questions et vos suggestions. Merci Bernadette. L'environnement se prête pas bien aux apprentissages, mais je vois qu'il y en a qui le font virtuellement. Merci, merci, et très très intéressant. Si quelqu'un a une question, qu'il n'hésite surtout pas à prendre, je pense qu'il passer directement au micro parce que ce sera plus simple. Ou à lever la main éventuellement, mais ne pas hésiter. J'aurais bien voulu avoir une précision. En fait, dans le cadre de l'étude que vous avez présentée, donc pour Alice, l'enseignant, si j'ai bien compris, n'avait pas véritablement changé sa façon de faire. Il a plutôt cherché juste à transposer ses pratiques pédagogiques de présentiel à distance via une classe virtuelle ou des choses comme ça. Enfin, j'ai eu l'impression dans la description. Non, il a changé totalement. Il n'y a plus du tout d'interaction. Et ce qui était central dans ce qu'il faisait avant, c'était vraiment ce qui se passait dans la classe. Oui, c'est ce que je voulais dire. En fait, j'ai eu l'impression que dans l'environnement pédagogique à distance qu'il a mis en place, il n'avait pas justement anticipé tout ça. Enfin, je veux dire, Oui, donc ça veut dire qu'il a complètement changé. C'est-à-dire oui, on est d'accord. Il a fait le minimum syndical. Mais non, c'est important. C'est-à-dire que quand on dit changement de learning design, ça veut dire vraiment la composante qui définissait vraiment son cours. C'était évidemment le choix des exercices, etc. Et c'était la construction de connaissances dans l'interaction avec les élèves qui avaient préparé les exercices et on construisait les solutions ensemble. Donc un élément qui était vraiment pivot, c'était sa présence et son interaction avec les élèves. Et puis ça a complètement disparu en fait. Oui, d'accord. Il n'a pas réussi à remettre en place à distance cette dynamique qu'il avait créée en présence, en fait. Il n'a même pas essayé, parce qu'il faut dire aussi, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais alors je ne connais pas la personne, mais je peux très bien comprendre, parce que moi, quand j'étais pendant le premier confinement, à Fribourg, on nous a interdit d'utiliser les visios au départ, parce qu'ils avaient peur. Donc, évidemment, je connaissais les classes virtuelles depuis longtemps, j'en avais testé à l'Université Laval et tout. On connaissait Skype, enfin d'autres outils, quoi. On pouvait très bien se débrouiller. Mais en fait, ils nous l'ont interdit parce qu'ils avaient peur que le réseau tombe. Et c'est seulement progressivement, on va dire, un mois ou deux après, disons un mois et demi, qu'on a pu utiliser. Donc lui, il n'avait de toute façon pas d'outils à sa disposition. On pourrait même presque dire. Donc c'est pas forcément. Pas d'outils. Mais c'est ce qui s'est passé. Et c'est ça qui compte, en fait. C'est quel est l'environnement qui est offert à l'étudiant. Tout à fait. Merci. Merci pour la question. Vas-y, Hugues. Oui, merci beaucoup pour cette présentation, Bernadette. C'était vraiment très intéressant. Ça fait écho, comme vous l'avez indiqué, avec le projet HitScale. J'aime beaucoup la proposition que vous faites de parler de disposition à l'autorégulation. Ça va être central, cette question des dispositions dans le projet. Est-ce que vous avez proposé une typologie des dispositions et peut-être des indispositions? Parce que là, on est sur un versant plutôt positif. Est-ce que vous avez observé
des manques ou voilà, des choses qui seraient, des aspects peut-être qui seraient à travailler pour pouvoir faire en sorte que les dispositions soient plus complètes pour pouvoir entrer dans une démarche d'autorégulation. Alors, vous aurez peut-être remarqué que je n'ai pas du tout utilisé le mot disposition. Je n'ai pas du tout utilisé ce mot-là. J'ai utilisé compétence, capacité d'autorégulation, comme les auteurs l'utilisent le terme. Pourquoi c'est important? Parce que pour moi, l'autorégulation n'est pas une disposition. Si on va dans le modèle, dans notre petit modèle là, qui a été développé avec Geneviève, que Geneviève connaît bien, en fait, on a placé les stratégies, les comportements d'autorégulation dans le rectangle du milieu. Le rectangle qui est produit par l'interaction de l'apprenant avec l'environnement. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, l'autorégulation, il va se voir évidemment par un certain nombre de connaissances métacognitives et de, on va dire, de contrôle de sa propre motivation, de contrôle de son engagement, de contrôle de son environnement, sur des stratégies qui peuvent se voir à travers des comportements, mais qui vont dépendre bien sûr de caractéristiques de l'individu, mais aussi de la manière dont il voit l'environnement, hein, parce que l'environnement lui offre des affordances de l'environnement. Donc pour moi, je ne parle pas de position exprès, parce que je vais vous dire pourquoi je n'aime pas ce mot-là, parce qu'en fait, il renvoie l'autorégulation à une compétence de l'individu, indépendamment de l'environnement qu'on lui offre. Or, ce qui est important, c'est de voir évidemment ce qui était déjà là. Et donc, par exemple, chez Alice, elle dit je suis organisée, etc. J'ai un classeur. Elle avait développé ces stratégies-là en lien avec le cours qu'elle avait, hein, donc qui était un environnement quand même plus riche dans lequel elle avait des choix d'activités, etc. Donc, c'est vrai qu'elle vient avec un capital, entre guillemets, d'expérience et de stratégie plus important éventuellement qu'un autre, parce que dans le même cours, on n'a pas eu deux étudiants du même cours, mais pour un cours de l'université, si vous allez voir dans notre rapport Transtep, on a deux étudiants du même cours et on voit effectivement qu'il y en a un qui a plutôt un pattern non dirigé et donc qui en fait est un peu perdu, on va dire, était déjà un peu perdu dans l'environnement précédent, mais se débrouillait pas trop mal. Il est complètement perdu quand on passe à distance. Et puis une autre qui avait une expérience d'autorégulation et qui maintient, on va dire, ses pratiques sans changement. On est dans un cas de congruence. Donc, on va dire, dans un même cours, on a des gens, évidemment, avec des expériences et des stratégies différentes. Donc, ce qui va varier, c'est ce qu'ils connaissent déjà du type d'environnement d'enseignement à distance, c'est leur manière d'apprendre, et ce qui varie, c'est ce que Vermouth décrit dans ces fameux patterns, parce que ce qui est intéressant, c'est que malheureusement, leur échelle s'appelle learning style, mais ce ne sont pas des styles. Ce sont vraiment des patterns qui associent quoi? Qui associent brièvement, pardon, les conceptions de l'apprentissage de l'étudiant, son approche d'apprentissage, c'est-à-dire je vais m'y prendre de manière approfondie ou de manière plutôt rapidement hein, pour pouvoir répondre aux exigences, les buts qu'il se donne. Donc on a toute une configuration où ils ont rassemblé des travaux antérieurs qui ont travaillé sur une variable à la fois, hein, parce qu'il y a des travaux uniquement sur les conceptions, travaux uniquement sur les approches, travaux uniquement sur les buts, là en fait, et sur les stratégies d'autorégulation, ils ont mis ça ensemble pour décrire des configurations. Et ça, je trouve que c'est beaucoup mieux de parler de disposition, parce qu'en fait, les patterns se construisent dans l'interaction avec l'environnement. Et c'est d'autant plus pertinent, à mon avis, par rapport à votre projet, puisque vous regardez ce qui se passe dans les environnements numériques. Donc, il faut regarder quelque part les patterns qui peuvent caractériser nos apprenants, mais comment ils vont changer et comment notre environnement numérique va être plus ou moins adapté à des patterns différents. Moi, j'ajoute une chose qui paraît fondamentale, mais ça, c'est une valeur, que vous n'êtes pas obligé de l'apprendre, et je serais triste que vous ne l'appreniez pas, mais, parce que je dirais que c'est une forme de détournement des travaux, mais pour moi, il faut que l'environnement numérique laisse la, comment dire, pas le plus transparent possible, mais transparent au sens qu'il montre ce qu'il fait. C'est-à-dire que les apprenants puissent comprendre quelque part ce qui est fait pour eux, hein, comment ils distribuent les fonctions d'apprentissage hein, à l'environnement qui leur est offert. Mais ça, je vous dis, c'est plus une intention, une valeur qu'un résultat de recherche. J'ai une question, Bernadette. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus sur la méthode que tu as utilisée pour la présentation? Est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus sur les étapes que tu as suivies? Est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus sur les étapes que tu as suivies pour la présentation? Est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus sur les étapes que tu as suivies pour la présentation? J'ai une question. Bernadette,
Mhm. Ah, Oui, bonjour. Vas-y, bonjour. Bonjour. vas-y. Merci beaucoup pour la présentation, c'était très intéressant. Et moi, ça m'a interpellé, et spécialement la partie que vous parlez d'hétérorégulation ou régulation distribuée. Je ne sais pas si j'ai bien compris, mais vous dites de quelque façon que l'étudiant délègue, non, une partie de son Oui, c'est ça. autorégulation Oui, aux oui, ressources. oui, oui. Mais moi, mais moi, je me demande en fait, ça c'est en fait la relation avec les contextes, non? Oui, C'est-à-dire, oui. ah d'accord, donc Allez-y. Non, vous non, avez- j'ai oui. répondu trop vite. Allez-y, continuez pour être sûr que je comprenne la question. Oui, allez-y. Alors, parce que pour moi, en vrai, c'est inséparable, non? Comme vous avez dit, l'autorégulation, ça dépend complètement des contextes. Quand on travaille dans une situation d'apprentissage traditionnelle, il y a une partie très grande qui est déléguée aux profs de l'autorégulation, non? Parce Mhm. que c'est les profs qui nous indiquent quoi faire, etc. Par contre, quand on est dans un environnement numérique, on les délègue à certaines fonctionnalités de la plateforme qu'on utilise. C'est ça que vous avez dit? Non, alors, Ah, oui, 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 en partie, mais je voudrais juste insister sur un truc que vous avez dit au départ, en disant, dans un environnement traditionnel, en fait, c'est le prof qui prend en charge la régulation des apprentissages. Ce qui est intéressant, si vous allez voir les travaux de Vermont, c'est que justement, c'est des travaux plus anciens, hein, donc pas centrés sur le numérique, mais il a justement mis en évidence ces situations de congruence, friction, en fait, en comparant le niveau de régulation pris en charge par l'enseignant et les capacités de régulation que l'étudiant prend en charge. Et en fait, il y a en congruence quand finalement il y a un ajustement entre ce que l'enseignant fait et ce que l'étudiant est capable de faire, on va dire. Et puis friction constructive lorsqu'il y a un certain défi, donc où l'enseignant laisse une certaine liberté, mais l'étudiant est capable de l'apprendre, on pourrait dire quelque chose comme ça. Et puis il y a friction destructive lorsque c'est trop éloigné, hein. Soit trop d'accord. fermé, parce que par exemple on aura un étudiant qui a déjà beaucoup de stratégies, etc., mais qu'on force à faire un certain nombre de choses. Là, il y a friction destructive. Et puis, donc vous voyez, ça va dans les deux sens. Et c'est important de voir, ce qui est important, c'est l'ajustement. Alors maintenant, ce que moi je disais par rapport à la régulation distribuée, ce qui me paraît important, mais c'est vrai aussi quand on travaille avec un enseignant, hein, vous avez souvent, finalement, on l'observe, mais on ne le catégorise pas, ce que l'enseignant nous impose ou pas. Mais ici, avec le numérique, c'est d'autant plus important, à mon avis, que de plus en plus, ce que le numérique fait pour nous est caché. C'est-à-dire les fonctions de décision, d'organisation de notre temps, d'organisation de notre environnement de travail, de traitement de données, de rappel. Enfin, on peut imaginer tout ça est très souvent, pris en charge par l'environnement. Moi, ce qui me paraît important, et surtout dans le domaine éducatif, c'est que la personne, nous, on puisse savoir ce que le numérique fait pour nous et qu'on puisse effectivement déléguer euh, consciemment, hein. Parce que, et ça renvoie au développement des digital skills, aux compétences numériques. C'est quand même assez questionnant de dire, tout le monde est passé à un environnement numérisé, on fait encore aujourd'hui avec cette conférence, ce séminaire à distance, mais aucun, c'est sur 19 apprenants, mais aucun ne dit, puisque c'était des entretiens très ouverts, qu'il ou elle a développé des compétences numériques. Ça, Ouais, c'est quand même impressionnant. Donc, je Hmm. pense que c'est quelque chose à prendre en compte. très bien. Merci beaucoup. Je pense qu'on est d'accord sur les valeurs. Vous m'entendez? Oui, Bon, alors j'ai quelqu'un dans la salle qui voudrait prendre la parole, donc je passe la parole à Issam. Merci. Et merci pour la présentation. Je voulais avoir quelques précisions et puis peut-être lancer quelques discussions sur le protocole d'expérimentation quand vous avez questionné les étudiants. Je veux savoir si vous l'avez fait une fois, deux fois, à quel moment, et si vous avez aussi questionné l'enseignant. alors oui, mais on l'a donc pour les enfants, pour les apprenants, disons. On a fait un entretien et on leur a demandé, donc c'était pendant le confinement,
on l'a fait avec les moyens, donc Zoom, etc., les moyens à disposition, puisque de toute façon, on ne pouvait pas les rencontrer. Et on leur demandait donc d'évoquer une pratique particulière pour un cours donc qu'ils aimaient, hein, et de redire et de dire en fait ce qu'ils faisaient avant et ce qu'ils font maintenant, hein, par rapport à cette pratique. Ensuite, par rapport aux enseignants, on a eu une partie des enseignants. Donc, on a pu interroger les enseignants du supérieur pour le learning design de leur cours. Parce qu'eux, on avait accès direct. Sinon, pour les autres, on n'a pas été autorisé par comment dire, l'autorité, le département d'instruction publique du canton de Fribourg. On n'a pas été autorisé à, entre guillemets, déranger les profs. Il faut dire que c'était un monde très exceptionnel. Et dans l'idéal, ça aurait été, s'il y avait toutes les possibilités, vous aurez fait comment dans l'idéal? Ah ben dans l'idéal, c'est sûr que dans l'idéal, on avait prévu dans le plan qui n'a pas été accepté, parce qu'en général, ça fait peur, je ne sais pas pourquoi. Puis, le nombre de variables, ça fait peur, parce que c'est des psychologues qui nous évaluent. Ça, je m'en parle. Donc, c'est une étude longitudinale, hein, où on va aller chercher les descriptions pratiques avant la transition et puis pendant, et même encore un peu plus tard, parce qu'on pourrait penser, parce que nous, on a comme, enfin moi j'avais au départ depuis un certain temps l'hypothèse que les constructions pratiques, hein, dans les EPA ben, restent, c'est-à-dire se stabilisent, et puis on fait évoluer son environnement personnel avec le temps, hein, avec des transformations en interaction avec l'environnement. Donc on l'aurait fait de manière longitudinale et on aurait certainement interrogé tous les enseignants. D'accord. À un moment donné, dans votre présentation, vous avez évoqué le niveau initial des capacités d'autorégulation des apprenants. Oui. Alors, celle-là, j'aimerais bien avoir votre avis ou votre façon de voir. Comment on arrive à les mesurer ou à les capter avant de commencer une formation? Si on n'avait pas dû improviser, hein, notre recherche, on aurait, je pense qu'on aurait pu utiliser, mais il n'est pas forcément adapté à tous les âges, justement, donc il faut vérifier. Mais et puis il faut le traduire, etc. Donc c'est pas évident. Il y a une échelle d'autorégulation maintenant en français développée par Confroy qui peut être intéressante. Mais moi je préfère le concept de pattern, hein, donc parce que je veux dire il est justement plus sensible à un certain nombre de variables importantes. Mais donc on aurait pu faire passer entre guillemets l'inventory learning style de Vermont, donc avoir un instrument validé pour pouvoir, alors ce ne serait pas la seule référence, hein, parce qu'on peut, mais pour pouvoir croiser avec les données qualitatives, là ça aurait été intéressant. Parce que là, en fait, on infère les compétences d'autorégulation, la motivation des étudiants à partir de discours. C'est bien, mais bon, c'est intéressant d'avoir plusieurs types de données, quoi. Donc, ce serait un questionnaire à interroger les personnes avant de démarrer la formation. Ah oui, ouais. Oui. Donc, ça reste du déclaratif, du coup. Ah oui, mais ça c'est toujours déclaré. Mais la question d'une qualité d'un design de recherche, pour moi, hein, donc c'est d'aller vers le design mixte pour le moment et de croiser les données qualitatives et quantitatives. C'est-à-dire quand il y a un outil qui est validé, pour lequel il y a des gens qui ont travaillé depuis 30 ans, donc Vermoen c'est ça, sur le lien entre ces compétences d'autorégulation, plus largement des patterns d'apprentissage avec les environnements, bah, il faut les utiliser. Moi souvent, je critique les collègues parce qu'il y a une sorte d'amnésie, hein. On a l'impression, parce qu'on est avec les environnements numériques, qu'on doit tout réinventer. Il ne faut pas rigoler. Ça a été étudié, on les utilise, après on va les faire évoluer, etc. C'est ce que je voulais dire dans la notion de réconciliation dans mon diaporama tout à l'heure. Hein, on a des outils validés, il faut qu'on s'appuie dessus pour pouvoir valider nos propres data. Je pense que pour ça, l'intervention qu'on aura de Marc tout à l'heure sera intéressante pour ça. Juste un dernier point, mais très rapide, sur l'acquisition des compétences d'autorégulation. Est-ce que vous voyez, c'est plutôt en lien avec le cadre personnel de l'apprenant, c'est-à-dire sa famille, son niveau socio-culturel, ou est-ce que c'est aussi le fait que l'enseignant le sensibilise à ces compétences-là et qu'il informe qu'il faut acquérir ces compétences-là, ou c'est plutôt un changement dans les activités pédagogiques?
qui vont plutôt inciter la personne à aller être autonome, à aller chercher de Ouais, lui-même. c'est Ou intéressant. est-ce que c'est un mixte entre les deux ou Moi, je dirais c'est un mix entre les trois. Malheureusement, il y a disons, des variables sur lesquelles on sait relativement peu agir, hein, qui sont vraiment la construction complexe des buts d'apprentissage, de l'engagement dans la formation, etc., et qui sont construits dans l'histoire de l'apprenant. Et là, bon, il nous arrive à un moment donné, on va dire, mais on peut effectivement agir par notre propre intervention, c'est-à-dire par déjà notre écoute et notre compréhension hein, de qui il est ou qui elle est, de ses propres projets, et aussi par des activités qu'on propose dans l'environnement. Donc ça, c'est vraiment au niveau très pratique, pour notamment, par exemple, ne fût-ce que très simplement, hein, c'était une proposition de Laurent Connefroy. On a fait un séminaire pour des étudiants de master à Genève, et puis Laurent est intervenu par voie de vidéo. Les étudiants lui posaient cette question: comment on fait pour développer l'autorégulation? Et puis bon, pourtant lui, c'est vraiment, il est spécialiste du domaine, hein. Et puis il répondait de manière tout à fait sensible, je dirais, que déjà faire échanger les apprenants entre eux sur leur manière de s'y prendre. Ah, très souvent, on ne se parle pas beaucoup de ces manières d'apprendre. Donc, dans un groupe, dans un environnement, permettre aux étudiants de voir que bon, il y a d'autres manières de s'y prendre, il y a des prises en compte des contraintes, etc. Donc, qui nous permettent de tester de nouvelles stratégies. Ça a l'air simple, mais souvent, c'est parfois les idées les plus simples qu'on ne fait pas, quoi. Donc, les trois, pour vous répondre, vous aviez les trois pistes, mais ensemble. Excellent. Est-ce que quelqu'un a une dernière question ou est-ce qu'on peut passer à la pause? J'ai une petite question, si c'est possible. Ah, Marine, je m'étonnais de ne pas encore t'avoir entendu. Merci beaucoup pour votre présentation. Ma question, c'est dans les cas de friction constructive, est-ce que vous avez réussi à trouver ou à déterminer l'effet de l'environnement numérique? Est-ce que c'est possible de l'isoler? C'est intéressant. Je dirais, ça, c'est vraiment intéressant ce que vous dites là. Non, là, c'est une piste de recherche, je pourrais pas le dire, parce que il faudrait, mais c'est une bonne piste, hein, ça, parce qu'en fait, il faudrait analyser, comment dire, les nouveaux usages du numérique, et puis voir, en fait, faire le lien avec des stratégies nouvelles évoquées par les apprenants, et pour voir, en fait, comment ils jouent en particulier. Et ça, je trouve que c'est une piste intéressante. Parce que du coup, on pourrait se poser la même question dans le cas pour les personnes qui étaient peu autorégulées ou qui avaient de faibles compétences d'autorégulation avant. Et est-ce qu'elles ont pu développer des compétences d'autorégulation en C'est ça, passant c'est ça. par l'environnement numérique? Oui, absolument. Ouais. Donc alors bon, de nouveau, comme c'est une belle alchimie, il y a l'importance du but, hein, de l'engagement qui est important, hein. Comme vous voyez comme la motivation d'Alice, là, hein, elle dit je suis pas forte, mais je veux quand même y arriver. Elle essaie de mettre toutes les chances de son côté. Donc la motivation et la valeur accordée à la tâche est vraiment fondamentale. Mais votre question, franchement, ça vaut la peine d'aller creuser. Faut vraiment aller reprendre en détail chaque cas et voir ce que ça donne. Bon, maintenant, toutes nos données sont accessibles en ligne, hein. Je n'ai pas dit que vous allez le faire, mais je veux dire, c'est disponible. Mais c'est une belle piste, c'est une bonne question. Oui. Ouais. Merci. Et où peut-on trouver les données? Alors, je crois, attendez, sur mon PowerPoint à la fin, je vais essayer de regarder, il y a toutes les références. Et donc, le rapport est en ligne sur notre site de didactique universitaire, et c'est le rapport Transtète. Ok. Avec tous les modèles de PA avant, après.